On est une trentaine, on va pouvoir commencer. Gonal, Aurélie, c'est tout C'est bon pour vous? parti. C'est parfait. Trop bien. Eh bien, enchanté à tous et bienvenue pour cet échange qu'on va avoir durant 1 heure. Promis à 13 h, on vous libère. Donc aujourd'hui, on va se demander pourquoi mener des études et des tests utilisateurs avec des personnes en situation de handicap. On est trois, on représente différentes sociétés et entreprises, on va se présenter bien entendu, et vous allez découvrir de notre panique au City 6x10. Gwenaël, t'es aux manettes de la présentation. Ouais. N'hésite pas à y aller et puis peut-être commence par te présenter toi. Par me présenter. Donc moi, Gwenaëlle Brochoir, je suis designer de service et je fais de la recherche, notamment de la recherche utilisateur depuis plus de 10 ans. Et notre principal outil, on fonctionne comme un laboratoire d'usage et notre principal outil, c'est un panel de personnes en situation de handicap, mais pas que. On intervient essentiellement sur des sujets de consommation, biens et services de consommation, et on travaille un petit peu aussi pour des collectivités. Et on a des sujets qui arrivent à nous qui sont variés, qui peuvent être numériques, qui peuvent être du mobilier, des espaces physiques, des espaces de travail, etc. etc. Voilà pour moi. Et Aurélie? toi, Pierre? Allez, à Ah, moi. bah, j'allais dire Pierre Ah parce ouais, que allez. du coup, étant Je en suis en deuxième, dessous, donc pas de soucis. Donc Pierre Minelli, donc, je suis cofondateur avec Quentin Ledoux, que vous devez peut-être connaître j'espère, de Donut Panic. Et donc on est une agence et un centre de formation en UX design et on traite des sujets particulièrement l'accessibilité et l'éco-conception. Et aujourd'hui on est là avec Gwenaël parce qu'on porte aussi quelque chose qu'on vous présentera plus tard qui est une formation de Inclusive Research. Et on a voulu débattre et échanger avec toi Aurélie sur ce oui, sujet fort et important qui est la dyslexie. Et donc, je te laisse un peu te présenter. voilà. Alors, il n'y a pas que les troubles 10, hein, il n'y a pas que la dyslexie, hein. Moi, c'est Aurélie Renard-Vignel. Je suis conférencière, consultante en accessibilité 10 et aussi formatrice sur les troubles 10. Et je suis aussi l'autrice d'un magnifique livre qui s'appelle Moi neuroatypique, le secret de ma résilience, qui est une autobiographie avec des trucs et astuces pour mieux vivre avec les troubles 10 et le TDAH, mais aussi utile pour n'importe qui. Et moi, j'ai fait finalement de mes 7 troubles 10 une force et justement, je me mets au service de l'inclusion, de l'accessibilité. Voilà, tout simplement. Trop bien. Alors, je vous partagerai aussi un petit peu mes expériences en tant que dyslexique. J'essaierai de vous montrer aussi 2 3 choses. On a un programme, donc on reste voilà, sur cet échange. Dans un premier temps, là, vous avez compris un petit peu qui on était. On va avoir quelques petites minutes de mise en situation où Gwenaël, tu vas nous présenter un petit peu les enjeux de la recherche inclusive. Et ensuite, on partira sur l'importance d'avoir des participants 10 dans les études. On aura vraiment un échange ouvert avec toi, Aurélie, et puis Mm. ensuite on vous fera une petite synthèse de ce qu'il faut avoir en tête quand on veut faire de la recherche inclusive. On parlera un petit peu de la formation qu'on a mis en œuvre avec Donut Panic. On a une session d'ailleurs qui ouvre en juin, et puis on organisera plusieurs sessions dans différentes villes. Rennes va commencer à s'ouvrir dans peu de temps, Nantes aussi, et on en fera aussi un intra-entreprise. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, soit moi ou Gwenaël. Et un échange question-réponse avec vous. Donc j'ai bien tous les commentaires et donc bonjour par exemple à Benoît, Lucille, Bérangère, tiens Quentin t'es là aussi. Salut Corinne, Laura, vous êtes plusieurs donc n'hésitez pas à nous poser des questions. Je les garderai et puis je ferai le lien pour les poser à Gwenaël et Aurélie. Et donc entrons dans le vif C'est du sujet. parti. Tu me passes le relais? Vas-y, oui. Ok, ça marche. Donc, on est parti d'un constat. Le constat que les études, tout type d'études, d'ailleurs que ce soit de la recherche utilisateur ou de la market research ou des études d'opinion, excluent encore trop souvent des publics essentiels, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les personnes neurodivergentes ou toutes les personnes confrontées à des barrières technologiques ou linguistiques. Notre objectif avec ce webinaire et avec la formation, c'est de vous donner envie de faire encore mieux ce que vous faites déjà très bien, c'est-à-dire que ne changez rien à ce que vous faites, sauf si vous voulez évidemment améliorer vos pratiques de recherche et de test utilisateur. Notre positionnement, on va dire, ça va être de vous dire, faites comme d'habitude, adoptez la méthodologie qui convient bien au projet et ajoutez-y une démarche inclusive dès le départ.
La plus grosse problématique de participation aujourd'hui, dans tous les types d'études, c'est l'inaccessibilité des parcours de participation, de réponse, qui du coup, exclut, de fait des millions de personnes, quels que soient les sujets que vous traitez. Et puis il y a un autre sujet, c'est l'invisibilisation, qui est pas le mot le plus facile à dire du webinaire d'ailleurs, des personnes en situation de handicap. Donc on va essentiellement faire un focus aujourd'hui sur le handicap. Dans les études, ce qui amène souvent en fait à ne pas identifier les situations d'usage, les technologies d'assistance, et les besoins d'accessibilité pour que les personnes que vous recherchez, les personnes que vous souhaitez interroger, puissent, répondre en toute autonomie ou, répondre de façon à ce que vous puissiez aussi contextualiser les problématiques qu'elles rencontrent. Si vous ne savez pas qu'une personne utilise une technologie d'assistance et qu'elle ne vous le dit pas, ça va possiblement, vous amener à prendre peut-être des mauvaises décisions ou des décisions, erronées. Alors la participation de ces publics, alors de toutes les personnes en situation de handicap, quelles qu'elles soient, qu'elles aient un, plusieurs handicaps, qu'ils soient permanents, temporaires, changeants, évolutifs selon, l'heure de la journée, on peut, voilà, être fatigué le matin, pas l'après-midi et inversement. La participation de tous ces publics est indispensable pour prendre des bonnes décisions et puis pour répondre aux besoins d'accessibilité et d'inclusion évidemment dans vos produits et vos services. Pour créer des produits utiles, utilisables et utilisés. On voit aussi, très souvent on va dire des services numériques qui sont dédiés ou des services numériques ou des objets connectés et cetera, qui sont censés s'adresser, spécifiquement aux personnes en situation de handicap et qui finalement ne sont pas forcément très utilisés parce qu'on a des fois, parfois, pas tout le temps, heureusement, oublié ou pas su inclure les personnes, dès le stade les personnes concernées dès le stade de la conception ou les bonnes questions dans les questionnaires et les entretiens. C'est-à-dire que on va souvent, nous, on sait que c'est un biais auquel on est très attentif dans les études, c'est le biais d'enthousiasme. C'est-à-dire, on invite des personnes à participer qui ont envie que l'entreprise ou notre équipe cliente fasse les choses, prenne en compte les personnes en situation de handicap. Donc, des personnes qui vont avoir tendance, sans forcément s'en rendre compte, à surmotiver les équipes, à dire c'est super ce que vous faites. Et si on ne leur demande pas au final, est-ce que vous l'utiliserez, on ne sait pas. Et souvent la réponse est non. Bah non, finalement, moi je préférais que ce soit, je sais pas, je vais dire n'importe quoi un peu exprès, mais non, je préférais que tout soit dans Google, voilà. Alors qu'on est en train de faire une solution, tierce et parallèle. Pour diminuer les coûts de la non-conformité, évidemment, sur des sujets d'accessibilité numérique, des sujets d'accessibilité du cadre bâti, des sujets d'accessibilité de téléphonie, de communication, et cetera. Donc la conformité, elle est un peu partout sur le sujet de l'accessibilité, même si on a une chaîne de l'accessibilité pour laquelle il y a des trous dans la raquette, hein. On peut avoir des éléments du parcours sur lesquels il y a des obligations et puis, soit avant, soit après, soit même des fois pendant, on a des sujets qui sont pas réglementés et puis évidemment, diminuer les coûts de reconception, tardive. Et puis un sujet, moi, qui est très important, enfin moi je le précise toujours, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tous envie de vivre dans un monde plus équitable et plus durable. Si on n'embarque pas tout le monde, on ne va pas pouvoir garantir la participation active de tout le monde. Je vous donne un exemple. En ce moment, on est en train de travailler sur des packaging et sur les consignes de gestion des déchets. Quand les consignes ne sont pas accessibles à une personne aveugle, malvoyante, dyslexique, etc., on peut toujours imaginer que quelqu'un va donner la consigne à cette personne. Mais normalement, si on est concepteur, on a la responsabilité de faire en sorte que tout le monde ait accès à cette information et puisse s'en saisir. Voilà, je vais départager mon écran et Attends, te laisser. tu peux garder le Ouais. partage Tu veux en. que je garde? Je Ouais, garde. ça va me Ok. permettre de. En fait, je voulais vous partager une citation d'Aurélie, donc ce livre que j'ai presque fini, je suis passé en format audiobook, ce qui me fait très plaisir de t'écouter. Et je voulais vous partager Parfait. cette citation parce qu'elle a vraiment résonné avec ma perception de mon 10 à moi, enfin de mes 10, parce que grâce à toi, je suis à peu près certain d'en avoir
plutôt 3 que 1 maintenant. Mhm. Et donc je voulais vous raconter ça. Alors c'est dans une succession de chapitres où tu racontes ta vie de collégienne du matin au soir. Et en fait, Ouais, c'est ça. Ouais. là on est dans cette journée et donc tu nous racontes ça. Tu nous dis, bah, cette étape passée, je passe à ma bête noire la lecture d'un texte dans ma tête. En effet, lire dans ma tête a toujours été une torture, car je prends un temps fou à décoder les mots. Ma mémoire à court terme étant très peu efficace, lorsque je lis dans ma tête, je dois relire un texte à chaque question. Je dois relire un texte à chaque question. Je réponds au plus de questions possible, mais ma vitesse d'escargot ne suffit pas, et lorsque je rends ma copie, il reste encore pas mal de questions auxquelles je n'ai pas pu répondre. Donc c'est un extrait de Ouais. ton livre Moi neuroatypique, Le secret de ma résilience, et c'est le quotidien de toute ma vie de collégien et de lycéen que tu as résumé dans ces quelques mots. Et donc voilà, je voulais vraiment faire ce focus là-dessus parce que bah, voilà, la dyslexie, c'est ça pour certaines personnes, à différents niveaux. Typiquement, on en parlait, et puis tu vas nous présenter, tu as plutôt 7, 10 sur lesquels tu as vraiment mis le regard. Typiquement, je suis très différent de toi, j'en ai 3, je pense, et je les vis pas de la même manière. Donc c'est vraiment un spectre qu'on peut analyser. Et donc voilà, je vais te laisser aussi expliquer un petit peu quels sont ces 10 et qu'est-ce que ça fait pour toi. Du coup, voilà. Donc, déjà, qu'est-ce que c'est que les troubles 10 avant de rentrer dans le vif du sujet? Donc, les troubles 10, c'est un dysfonctionnement d'une ou plusieurs zones du cerveau qui est considéré comme un handicap invisible et durable. Donc, en fait, on l'a depuis la naissance, depuis in utero, hein, dans le ventre de la maman. C'est pénalisant à l'école, au travail et dans la vie quotidienne. D'ailleurs, moi, en tant que dyspraxique, je ne suis pas capable, ou du moins, je suis capable, mais avec beaucoup, beaucoup d'énergie, de repasser mon linge. Et donc, je me souviens d'ailleurs, petite anecdote, peut-être 2 semaines après m'être en couple avec mon mari, je lui ai dit par contre, il faut que tu saches que si jamais on s'installe ensemble, sache que je ne ferai pas le repassage. Comme quoi, ça ne l'a fait pas froisser, puisque 11 ans plus tard, on est toujours ensemble et mariés en plus. Voilà. D'ailleurs, petite anecdote, il a fait la voix de Disco dans voilà, Disco, c'est un cerveau bonhomme patate qui donne des petites informations, et il a fait sa voix dans le livre, et il a aussi fait la préface du livre de mon autobiographie. Ouais, Voilà, c'est très intéressant parce qu'on est jamais seul en fait dans notre quotidien et c'est vrai que ce exactement. regard-là est pertinent. Voilà, slide suivante. Voilà. Donc voilà les 7 troubles 10 que j'ai. Donc je vais peut-être un petit peu refaire un focus sur chacun des troubles 10, expliquer très succinctement qu'est-ce que c'est. Donc la dyslexie, hein, que beaucoup de monde connaît, hein, qui engendre des difficultés en lecture. La dysorthographie qui engendre des difficultés en orthographe, conjugaison, grammaire et compagnie. La dysgraphie qui engendre des difficultés en écriture au sens dessin des lettres. Si vous voulez tester chez vous, si vous êtes gaucher, vous prenez votre main droite. Si vous êtes droitier, votre main gauche, et vous essayez d'écrire en écriture cursive avec des boucles attachées comme au CP. Vous verrez, c'est assez marrant. D'ailleurs, spoiler alerte, non, les médecins ne sont pas tous dysgraphiques. Voilà. La dyscalculie qui engendre des difficultés en mathématiques. D'ailleurs, Einstein l'était, c'est assez marrant. La dysphasie qui engendre des difficultés au niveau du langage oral, des difficultés de compréhension et ou d'expression. Alors moi j'ai les deux, ça ne se voit pas forcément parce que j'ai fait plus de 10 ans de théâtre, et d'ailleurs j'en parle dans mon livre, mais c'est pas parce que là je parle bien que après la conférence je parlerai aussi bien, et parfois même mon mari me voit par exemple le week-end ou le soir, je vais dire des mots comme je suis capable de faire des phrases comme un enfant de 3 à 5 ans. Voilà. Donc Ouais, voilà, c'est la fatigue joue beaucoup et ouais. l'alimentation, moi c'est ça qui joue Ouais. énormément aussi. Voilà, pardon. La dyspraxie, un symptôme de la dyspraxie, c'est l'articulation. La diction, donc la dyspraxie qui est un trouble qui engendre des difficultés de coordination des gestes. Donc mettre une chemise, boutonner une chemise, faire ses lacets, des choses comme ça, des choses minutieuses de la vie quotidienne, mais manger avec des couverts, c'est compliqué.
voilà, aussi compliqué peut-être qu'un Asiatique qui vient manger pour la première fois en France avec avec des couverts. Bref, voilà, dyspraxie, donc aussi orientation dans l'espace, difficulté aussi parfois avec le temps. C'est assez bizarre, on ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs, mais voilà. Et les troubles dys exécutifs qu'on connaît assez peu finalement, qui engendrent des difficultés d'organisation au sens problème de planification des tâches, problème de mémoire de travail, également problème d'inhibition. Alors l'inhibition, c'est quoi? C'est tout simplement, admettons, vous êtes au cinéma. Alors j'ai rien contre les personnes qui mangent du popcorn au cinéma, mais c'est pour l'exemple. Vous êtes au cinéma, quelqu'un mange du popcorn dans la salle, et ben vous serez plus attentif à la personne qui mange du popcorn qu'au film que vous êtes venu voir, ce qui est un peu dommage. Voilà. Donc voilà, tout simplement, Merci Aurélie. avec plaisir. Alors, j'ai partagé tout mon écran parce que voilà. Hop, on avait des petits problèmes techniques. Mhm. Du coup, Aurélie, j'avais des questions à te poser. Alors pour un peu donner le contexte, nous on s'est rencontrés parce qu'on menait une étude pour une solution d'aide à la lecture pour les 10, tous les troubles 10. Et j'ai contacté Aurélie en message privé sur LinkedIn parce que je la suivais, j'avais vu qu'elle avait une expertise un peu poussée. Au départ, je l'ai contactée vraiment pour qu'elle puisse nous faire des retours à titre individuel et tester la solution en question. Et je ne sais plus si à l'époque, tu avais, tu sais, la compétence que tu peux ajouter sur LinkedIn. À l'époque, c'était en anglais. Ça devait être dyslexic thinking ou un truc comme ça. Et maintenant, c'est la pensée dyslexique. Donc, je ne sais plus. Je sais que j'avais cherché Ah des bah, gens je aussi sais avec cette même pas, compétence-là. je ne crois pas l'avoir mis, mais je ne savais même pas qu'elle existait, donc je te remercie Ouais, pour l'information. elle est en Je français vais depuis le pas très faire, longtemps. je vais le faire peut-être prochainement du coup. Donc j'ai vu que d'ailleurs qu'il y avait quelques personnes qui m'avaient suivi sur LinkedIn suite à l'annonce de ce magnifique webinaire. Donc bref, effectivement, moi, pourquoi je me suis lancée là-dedans d'ailleurs en tant que panéliste, tout simplement parce que quand j'ai fait un stage en première année de master, en fait, il m'avait donné un challenge. C'était qu'en fait, il y avait on va dire, un applicatif web qui était existant, mais qui était clairement pas, comment dirais-je, clairement pas utilisable. Voilà. Même les non dyslexiques avaient du mal, quoi. Et donc moi, j'étais en charge de refaire l'ergonomie de cet applicatif. Et c'est vrai qu'en fait, en tant que dyslexique et dyspraxique, moi qui avant me disais oui, la dyslexie et la dyspraxie, ce sont mes bêtes noires, et ben au final, j'en ai fait un allié. Comme quoi, j'ai changé de bord. Enfin, Oui. changé de bord au sens, voilà, je suis passée du côté sombre au côté éclairé, voilà, des troubles 10. Voilà, j'ai vu, c'est là que j'ai vu la force des troubles 10. Alors, je dis pas, hein, il y a toujours des difficultés dans ma vie quotidienne, hein, mes chevilles en témoigneront. Mais en tout cas, voilà. Moi, c'est pour ça aussi que je me suis lancée là-dedans, c'est que j'ai vu l'importance en fait qu'on pouvait avoir, en fait, toutes les choses qu'on peut changer grâce au fait qu'on est contraint en fait. Mm. Et vraiment, cette période de ma vie m'a permis de me dire, mais en fait, c'est ça que j'aime faire dans la vie, c'est faire de l'expérience utilisateur, imaginer de nouvelles possibilités, même si c'est vrai que parfois, on va tellement loin que les autres ont du mal à nous suivre. Mm. Voilà, tout Et simplement. quand je t'avais contacté à l'époque, tu avais déjà participé à des études, donc on ne peut pas dire pour qui, mais Ouais. tu étais dans un panel de testeurs online. Donc, Yes. Mmh. tu faisais des tests non modérés, donc Oui, tout à fait. sans discuter avec un humain. Ouais, ouais, Qu'est-ce que tu peux et nous c'est en vrai. dire? Ouais, alors, c'est bien et c'est pas bien, je trouve. Parce que en fait, c'est vrai que ça manque d'humain. Ça manque d'humain et c'est vraiment dommage parce que en fait, par exemple, ça m'est déjà arrivé de faire, des tests utilisateurs justement pour cette plateforme-là, en mobile, en version mobile.
Donc, il fallait que effectivement, il y avait un switch à faire. Enfin, c'était vachement compliqué pour moi s'il y a des problèmes de planification des tâches, des problèmes de dyslexie aussi, hein, on va pas se le cacher. D'ailleurs, j'ai une dyslexie sévère. Donc, et j'ai moi-même créé mon livre audio. Donc, autant vous dire que ça a été, j'ai mis 10 mois pour le faire. Donc, merci Mm. à toi, Pierre, pour ton retour d'expérience. Ouais, c'est très très Ça me fluide permet de et voir. super agréable. Mm. Et qu'est-ce Voilà. qui était le plus compliqué pour toi sur la plateforme de test online? Et sur Euh, la c- façon dont on te ouais. présentait les choses, on te donnait les consignes, etc. Alors, les consignes n'étaient pas forcément toujours très claires dans le sens où il y avait des mots compliqués, il y avait. En fait, et puis il y avait aussi le fait que quand tu es sur mobile, tu peux pas forcément enlever les notifications parce qu'on te demande d'être sur Internet. Et ça, c'est vrai que c'est bien dommage parce que, admettons, il y a quelqu'un qui t'appelle, bah hop, tu peux pas être tranquille et tu es obligé de refaire le test. Donc au final, sur cette plateforme, j'ai décidé de faire finalement que les tests en ligne sur un ordinateur, c'est beaucoup plus simple. Alors, c'est beaucoup plus simple, oui et non, parce que finalement, tu es obligé de switcher de fenêtre. Enfin, c'est compliqué en fait. Et puis, de se rappeler la question, etc. Il y a des phrases qui sont pas forcément claires. Moi, je sais que j'ai voulu éviter tout ce qui était test utilisateur en anglais. Parce que moi, l'anglais, en tant que dyslexique, c'est terrible pour moi. Donc voilà, mon Est-ce que tu as eu expérience était. Ouais. l'occasion de préciser de ta situation d'usage sur cette Alors, plateforme ou pas? à chaque fois que je mettais des commentaires, je précisais que j'étais dyspraxique, parce que c'est vrai qu'en fait, la dyslexie et la dyspraxie. Alors, la dyslexie, bon, en général, c'est assez bien connu, mais alors la dyspraxie, il n'y a pas grand monde qui connaît, quoi. L'orientation dans l'espace d'une page, moi, les colonnes, quand il y a plusieurs colonnes, ça va être compliqué. Bon, sauf si c'est des petites cartes, bon, là, ok, ça passe. Mais si c'est un tableau, c'est bien compliqué. Une fois, on m'a dit de faire un tableau, j'ai mis une journée pour faire le tableau. Mm. Donc, D'accord. autant quelqu'un qui va peut-être le faire en 3/4 d'heure, moi, une journée, quoi. Ok, ça marche. Voilà. Donc, Bon, voilà, c'est des expériences utilisateurs différentes. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que dans la formation que je donne, en fait, je l'ai créée avec une neuropsychologue qui m'avait donné tout un tas de textes. Elle me dit, mais je sais pas comment tu vas faire, mais j'ai réussi à le faire en plusieurs slides, en fait, sans tableau. Et Mm. challenge réussi et je suis sujet très par fière de moi. sujet. Voilà, c'est Ouais. ça. C'est très D'accord. important ce que tu disais sur le vocabulaire et je voulais juste mettre un petit point Ouais. d'attention parce que là on parle par rapport à la dyslexie, mais en fait ça a grand nombre de handicaps et même plutôt de la perception de personnes qui sont complètement décorrélées d'un contexte, d'un sujet, d'un domaine. Nous, on a l'habitude en tant que souvent designer à être hyper connecté, à être très digital accro, quoi. Et pour autant, on va travailler avec des utilisateurs des fois qui sont très âgés ou alors même qui sont dans un écosystème où en fait ils font des vrais métiers, où ils n'ont pas besoin d'être sur ordinateur par exemple. Et donc c'est important aussi de relativiser. Je crois que c'était Mona dans le chat qui racontait ça et elle disait au moment que je le parlais, que vraiment elle disait à ses élèves, mais vraiment gardez en tête que tous les textes que vous mettez, ils doivent être accessibles à n'importe qui avec du vocabulaire très simple et faites l'exemple. Alors soit vous avez un enfant à côté de vous et vous essayez de lui dire ce qui est marqué à l'écran et ce qu'il a compris, soit vous demandez à une IA si vous voulez de vous le retraduire pour un enfant de 4 ans. Mais voilà, il y a plein de techniques où d'un moment ça devient un mindset, un processus de pensée que vous allez pouvoir mettre en œuvre et vous avez ce regard-là. Donc gardez vraiment ça en tête, c'est important et malheureusement comme tu disais, vu qu'on est connecté sur internet, il y a tellement d'éléments parasites qui arrivent dans ce genre de situation que si on en rajoute nous en tant que designer avec une complexité, on se tire des balles sur notre test, quoi. Après, Alors, des fois, on peut pas éviter le jargon, mais oui. l'important, c'est Mais de pourquoi pas l'expliquer. voilà, Ouais. l'expliquer. Comme tout à l'heure, quand j'ai expliqué l'inhibition, j'ai dit le gros mot d'abord et après j'ai expliqué. Ouais. Sinon, en Ça. parlant de tests utilisateurs, je vous parlais tout à l'heure de tests utilisateurs sur mobile. En fait, on nous demandait de dire à haute voix des choses. Moi, je suis dysphasique. Donc, il y a des fois où mon schéma de pensée va faire que, en fait, je ne vais pas réussir à faire une phrase correctement. Donc, il y a des fois où, en fait, il va y avoir de la latence.
des fois où en fait, voilà, je vais pas m'exprimer correctement. Donc, grosso modo, ça peut être un discours télégraphique ou des choses comme ça. Donc voilà, c'est pas toujours voilà, les bons termes. Des fois, j'invente des mots aussi, je fais des néologismes. Voilà, donc voilà. Et du coup, c'est vrai que pour les tests utilisateurs, en plus, sans avoir un face-to-face, bah, c'est un peu compliqué parce que du coup, bah, en fait, on ne sait pas si notre test va être accepté. Voilà, c'est un peu limite, on a peur de la discrimination finalement. Ouais, je comprends. Mm. Je Ouais. me permets d'enchaîner sur une autre question que j'ai à te poser. On avait fait, tu as participé plus récemment, on va dire, que l'étude dont je parlais tout à l'heure, à une étude qu'on a menée pour des partenaires anglo-saxons sur un sujet cuisine et salle de bain. Alors moi, je le C'était fais vite. très intéressant. C'était Très très intéressant. intéressant. Donc je le fais rapidement. On avait un questionnaire en ligne. C'était un programme d'études, un questionnaire en ligne, de l'observation à domicile et, et une application mobile de journal de bord. Et du coup, Aurélie a participé à cette partie du programme. On a évidemment audité la solution avant de voilà. En plus, il la mettait en français, donc il restait quelques boutons en anglais. Enfin bon, bref, il n'y a rien qui a été parfait. Et donc on donnait des tâches, je crois, pendant 5 jours ou peut-être un peu plus. Je Et on crois que donnait c'était des une semaine ou tâches, 15 je jours, crois que quelque c'était chose comme ça, ça, ouais. que je sais plus Et tous les exactement, mais ouais. jours, il fallait faire quelque chose, donc cuisiner, chercher quelque chose dans sa cuisine. Après, il fallait faire la lessive. Après, nanana, bon. Et donc, on a proposé tout de suite aux clients possiblement une solution de participation alternative. Après, notre client, nous, c'est des gens qui font de la recherche inclusive, donc évidemment, ils étaient à l'écoute. On aurait peut-être eu du mal à le faire pour quelqu'un d'autre, mais pour eux, c'était bien. Donc, on a testé avec plusieurs personnes la solution avant d'entamer le journal de bord. Et puis, la moitié des participants ont choisi l'autre solution qu'on leur proposait, c'est-à-dire un email par tâche. Donc, on avait un email de brief, de consigne générale, un entretien téléphonique aussi. Et puis après, on numérotait par mail chaque tâche et on envoyait tout en rafale pour que les gens puissent aussi le faire dans le désordre. Voilà. Comment tu t'étais sentie, toi, avec ce process? Avec lequel? Le process Les deux, initial parce que tu ou avais les deux? testé Ouais, l'application. ouais, Ouais. ouais. Bah, franchement, l'application, c'était. Ce qui était dommage, c'est que du coup, en fait, on n'avait pas toutes les informations. En fait, on avait au début et puis après, c'est débrouille-toi. Clairement, c'était ça. Et du coup, moi, c'est en plus qu'il y ait des problèmes d'organisation avec de planification des tâches avec la 10 exécutive. Bah forcément que c'était un peu compliqué parce que bah voilà, comment je m'organise, ah oui mais moi mon linge je le fais à tel moment, je vais pas, voilà, c'était très très compliqué. Et finalement le fait de pouvoir être un peu libre de tout ça, je peux m'organiser en fonction de ma vie finalement. Bah, au moins ça m'a permis comme ça de voilà, d'être un peu plus organisée tout ça. Donc c'est vrai que ça a été un gros challenge parce que ça demande de l'investissement en temps, de l'organisation. Mais c'était très intéressant dans le sens où, en fait, je pense que si j'avais pas eu cette expérience, j'aurais même pas pensé, enfin, si, je pense que je l'aurais pensé, mais Heu, j'étais vraiment ravie que cette, chaîne de magasins, puisse proposer ce type de test utilisateur même à des dyspraxiques comme moi. Parce que c'est vrai qu'en fait on pense souvent, mobilité réduite, on pense souvent voilà, mais on pense pas à des gens comme nous, dysexécutifs et dyspraxiques, qui ont besoin d'aide. Moi par exemple, en tant que dyspraxique, ça va peut-être vous paraître bizarre, mais la baignoire, c'est quelque chose pour moi de très compliqué parce que ça nécessite il y a un processus en fait dans le cerveau qui se met en place. Ça nécessite quoi? Ça nécessite que je réfléchisse à quelle jambe je dois mettre en premier machin. Alors pour monter ça va, c'est pour descendre que c'est plus compliqué et je pense que tu te souviens de la vidéo que j'avais faite, en plus, voilà pour montrer en vrai. Voilà, c'était compliqué quoi, Ouais, parce toi, tu avais été une qu'effectivement, participante parfaite. Tu nous avais même fait des montages vidéo. Et je crois ah qu'après bah la oui, baignoire, il y avait un ouais. cut avec maintenant, je vais faire la sieste. Je sais plus, il faut que je me Ah oui, repose. Ouais. bah oui, oui, non, mais parce que, voilà, faut dire la réalité des choses. Il y a,
le avant, le pendant et le après. Parce que effectivement, dans une vidéo, on voit pas forcément la fatigue de la personne. Et moi, vraiment, après avoir étendu mon âge, je suis HS. Parce que ça m'a demandé beaucoup d'organisation, beaucoup de manipulation, de visualisation. Ça fait appel à beaucoup de capacités qui peuvent être altérées par les troubles 10, justement. Voilà, tout Ok. simplement. Bon, merci beaucoup. J'espère en tout cas qu'on a donné quelques pistes, quelques tips pour vraiment être attentif aux besoins et aux troubles 10 dès le début, dès la conception des protocoles d'études. C'est pour ça aussi qu'il faut il y a un truc qui me paraît important aussi, c'est le FALC, le facile à lire et à comprendre. On parlait tout à l'heure justement des mots à utiliser, hein. Pierre t'en parlait. Voilà, ça fait partie de ça aussi. Le FALC, effectivement, c'est visuel, mais c'est aussi, par exemple, penser à mettre des sous-titres sous les vidéos. Moi, par exemple, en tant que dysphasique, je suis contente d'avoir les sous-titres parce que ça me permet comme ça de suivre la discussion un peu plus facilement que si je l'avais pas. Voilà. Des réunions en version présentielle, je peux être amenée, par exemple, à mettre les sous-titres instantanés de Google. Alors moi, j'ai l'avantage d'avoir un Google Pixel, donc c'est directement intégré dedans. Mais voilà. En tout cas, les fameux sous-titres qu'on a découverts au Google Lab ensemble, on y était avec Pierre quelques semaines avant. Mais oui, c'est vrai que c'est très important parce que ça permet aussi à chacun de les afficher, de ne pas les afficher. Il y a des gens qui vont être gênés par les sous-titres s'ils sont imposés. Enfin, voilà, ça peut. Et puis les sous-titres, s'ils sont différents de ce qu'on entend quand on est malentendant, ça peut créer une charge cognitive aussi assez importante. Enfin, voilà, laisser le choix à chacun. Il y a quand même un truc qui revient souvent, c'est que il n'y a pas une solution pour un handicap. Une solution peut être intéressante pour tout type de handicap et même au-delà du handicap, hein. Je veux dire, par exemple, la télécommande, à la base, c'était fait pour des personnes avec un handicap moteur. Aujourd'hui, énormément de personnes zappent avec cette télécommande sur sa télé. Bon, moi, je regarde plus vraiment la télé depuis quelques années, mais voilà. La télécommande, elle sert à plein de choses. Oui, maintenant, encore plus que à regarder la télé. C'est quand même incroyable. Voilà. Et quand tu disais que le regard avec une perception d'un dyslexique sur le spectre de la dyslexie est importante à avoir, même face à d'autres types de handicap. Il y a quelque chose que j'ai pris conscience assez récemment, et d'ailleurs je vous renverrai ce lien. C'est un collègue qui s'appelle Étienne, qui a écrit un article dans Medium, parce qu'il est dyslexique aussi et designer. Et en fait, il fait référence beaucoup à Ronald D. Davis, qui a écrit un livre qui s'appelle Le don de la dyslexie. Et il nomme en fait que la manière de penser d'un dyslexique, c'est une pensée multidimensionnelle. Et en fait, ce que j'aime bien derrière ça, c'est de comprendre qu'en fait, à partir du moment où on dit multidimensionnel, on va pas partir dans un champ théorique, scientifique ou quoi pour expliquer ça. C'est juste, ça va être fatigant. Et en fait, on va avoir une surcharge cognitive. Comme tu disais pour la baignoire et puis toutes ces actions-là, c'est juste que ça va être ultra fatigant. Et donc penser à un dyslexique qui va être fatigué pour lire un texte, pour scanner une page, pour faire une action, c'est aussi penser à tout type de handicap qui va aussi lutter pour faire ça. Et c'est là où c'est intéressant d'avoir toujours cette notion de vraiment prêter attention à diminuer la surcharge cognitive, quelle que soit l'action. Et vous aurez des marketeurs qui seront très contents parce que les gens ils vont arriver plus vite à l'action, plus vite à cliquer, des utilisateurs aussi qui seront plus satisfaits, vous allez simplifier les choses. Le FALC... Ils vont aller au bout aussi. Ils vont aller au bout, ouais. Et clairement le FALC que tu étais en train de présenter en insistant que c'était extrêmement important, ça diminue la surcharge cognitive. Et là vraiment, gardons en tête non pas une manière de penser multidimensionnelle qui est un truc un peu complexe, peut-être la surcharge cognitive pour se dire ok ça va régler plein de soucis déjà. Tout à fait. Merci Pierre. Je vais me permettre de repartager mon écran. Alors du coup, ça va clignoter un peu. Ouais. Et mini info, du coup, n'hésitez pas à nous poser des questions dès maintenant. On les reprendra. On a un petit délai entre ce que vous êtes en train de voir et là où on en est dans nos échanges. Donc, en gagnant un petit peu de temps. Donc si vous voulez poser des questions à Aurélie, Gwenaël ou moi, que ce soit sur les tests utilisateurs inclusifs, que ce soit sur la dyslexie et son rôle dans notre quotidien de professionnel ou même dans notre quotidien de personnel,
On sera à même de répondre à toutes vos questions juste après ce petit passage. Ce petit passage. C'est vrai qu'on aborde tout un peu de front, donc il y a plein de choses qui nécessitent d'être précisées, mais bon, c'est un temps court, donc on va dire que c'est une introduction au sujet. Ce qui est sûr, par contre, ça, on n'a aucun doute, on n'a pas besoin de preuves, c'est qu'il n'y a pas d'études inclusives sans accessibilité des parcours de participation. Évidemment, si on est invité, je veux dire, je vais vous citer un exemple qui est déjà arrivé dans la réalité. Si on invite des personnes aveugles et malvoyantes à tester des solutions et qu'on n'a pas à disposition des lecteurs d'écran ou alors qu'on ne leur propose pas d'être sur leur propre matériel, etc., on va forcément avoir des difficultés. Il faut prévoir un temps d'installation, etc. Nous, on a tendance à favoriser le test soit sur le poste de travail ou à domicile ou sur mobile quand les gens ont une technologie d'assistance pour qu'ils puissent tester en conditions réelles. Après, il y a des professionnels de l'accessibilité numérique qui sont capables de reconstituer des postes en conditions réelles, etc. Nous, on ne prend pas ce risque-là. Mais après, chacun fait comme il veut. Mais vraiment, il faut avoir une attention particulière à ça. Ça fait partie pour moi de l'accessibilité du protocole d'étude, en fait. C'est-à-dire, on va se dire bah, à quel moment on va pouvoir mettre la personne dans une situation d'usage qui est au plus proche de sa réalité et du quotidien. Parce qu'on veut aller chercher des feedbacks qui sont réels, qui sont des feedbacks de terrain. Après, évidemment, on peut aussi se dire, bah, j'ai envie de découvrir le handicap visuel et faire des entretiens exploratoires. On n'est pas obligé d'être dans un mode test utilisateur en fonction du projet, de la demande du client, etc. Mais dans tous les cas, que ce soit pour ces personnes-là, pour des personnes 10, pour des personnes qui apprennent le français, pour des personnes éloignées du numérique, et j'en passe des meilleurs, l'accessibilité, elle doit être on va dire un levier d'inclusion dès le début, dès l'écriture du consentement. On en est maintenant au consentement éclairé, que je trouve un minimum. On doit voilà, permettre aux gens de bien comprendre ce qu'on fait, pourquoi on le fait, pourquoi on leur demande de participer, on leur propose de participer, qu'à tout moment ils peuvent changer d'avis, comment ça va se passer, est-ce qu'on peut leur proposer du soutien ou pas, voilà, en disant toujours la vérité. Des fois, on n'a pas les moyens d'aller chercher les gens à la station de bus à proximité, etc. Mais tout le monde doit savoir à quoi s'en tenir, anticiper, voilà, projeter, peut-être fournir des photos du lieu, des abords pour des personnes qui soit n'ont pas de possibilité d'avoir une projection d'image mentale, soit parce que, je sais pas, un trouble autistique ou que sais-je, fait Ça qu'on a peut être pas besoin mal aussi. voilà, d'anticiper, de se projeter, d'imaginer comment ça va se passer et de réduire la charge mentale, du coup. Ça peut être bien aussi pour les dyspraxiques, puisque Mmh. l'orientation des espaces, tout ça, voilà. Ouais. Et si Et Gwenal vous dit tout ça, c'est parce que tu pratiques avec OCity depuis des années ces tests utilisateurs et tu invites des personnes en situation de handicap et on a eu la chance de se rencontrer, nous c'était pendant une conférence FLUPA à Nantes où on t'avait invité avec Mathilde et Quentin et je crois que l'échange avait duré une bonne heure et demie et derrière on avait reparlé encore pendant au moins une heure ou deux. Enfin il y a énormément de choses qui sont vraiment des retours d'expérience d'un côté mais aussi des manières d'anticiper, d'avoir une vision sur les actions qu'on va mener. Et donc c'est un peu pour ça où vraiment vous allez avoir 2-3 tips là qu'on va continuer à présenter derrière et on présentera aussi un article que tu as écrit là-dessus. Mais c'est la surface de l'iceberg. Derrière, c'est aussi pour ça qu'on a créé la formation d'Inclusive Research, parce qu'on doit aller beaucoup plus loin. Et bon, après, dans des cas, quand c'est dans votre entreprise avec votre projet, votre interface, bon, ça sera encore plus concret, mais bon, on en reparlera un peu plus tard. Ouais, Mais ouais. voilà, juste pour dire que voilà, ce retour d'expérience, il vient pas voilà, de rien, il vient de quelque chose On l'a pas qui a été inventé. maturé depuis des années et que tu pratiques quotidiennement en plus. Et écoute, un retour frontal, parce que là, comme vient de le dire Oui, oui, Aurélie, complètement. c'est en mode, mais c'est trop bien que t'aies pensé à ça, parce que là, en fait, tu viens de m'économiser une charge cognitive de ouf. Après, on fait des choses, on va dire que personne n'est parfait, hein. Nous-mêmes, on a des petits problèmes d'accessibilité numérique sur notre site, hein, donc vous pouvez aller voir. Moi, je sais où ils sont, mais voilà. Il y a des choses, des fois, qu'on ne peut pas faire, donc on va le faire soit autrement, soit on va proposer une alternative, etc. Je vous donne un exemple sur les consentements. On propose toujours 2 formats. Un Word accessible, d'accord, qu'on peut, avec des cases à cocher, quand les gens savent cocher les cases,
avec un lecteur d'écran ou autrement. Ils peuvent aussi répondre à un questionnaire en ligne qui est complètement accessible. Et puis quand on peut, on fait alors le PDF, nous, on abandonne de plus en plus parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont du mal, avec les PDF. Et quand on peut, on fait une page Mm. HTML accessible, voilà. On Mm. essaye de proposer plusieurs modes enfin, on va dire d'accès à l'information et puis plusieurs modes de signature également. On peut avoir une signature électronique, on peut avoir une signature Mm. par un autre biais et en fait, plus on le fait, plus on a notre process, moins c'est difficile et puis c'est une proposition qui est quand même très frugale. Un Word accessible déjà, ça convient quand même à beaucoup de gens. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres, mais on s'améliore tous les jours, hein, on Mm. en apprend tous les jours. Et juste mini parenthèse, parce Pardon. qu'on parle beaucoup en France quand on parle d'accessibilité numérique du RG2A et à juste titre. Par contre, on ne parle pas forcément de ce que font les voisins. On connaît tous le WCAG qui vient des États-Unis, mais le voisin le plus proche qui a fait quelque chose qui est encore plus poussé que le RG2A, c'est le Luxembourg. Donc il y a le RAWeb et il y a surtout le RAPDF, donc c'est RAPDF. Allez voir ça, c'est un référentiel donc d'accessibilité pour des PDF. C'est juste une mine d'or et même pour le RAWeb et ils ont fait aussi une version mobile, ils vont beaucoup plus loin que ce que le RG2A demande. Donc si Propose. si vous voulez vraiment être un peu en avance sur ces sujets-là et surtout quand on a des équipes qui sont chauds et qui sont motivées pour faire de l'accessibilité numérique, faut commencer à essayer de mettre le nez dans quelque chose d'un peu plus complexe comme pour l'éco-conception, où on a le RGESN qui va pas assez loin, les designers éthiques sont allés beaucoup plus loin. Donc vous devez aussi savoir ce qui se passe sur la scène là de l'accessibilité numérique. Donc, et puis une des premières recommandations, je crois, du RAPDF, c'est exactement ce que tu as dit, c'est une version PDF, ça suffit pas. Il en faut une Ça deuxième. suffit pas. Non. Ouais. Déjà, si je dis j'ai perdu la vue, je sais pas, quand j'avais 45 ans, j'en ai 46 ou Hmm. 47. Je vais pas maîtriser mon lecteur d'écran, alors peut-être que oui d'ailleurs, je suis peut-être, tellement, geek et j'ai passé tellement de temps et j'ai eu un super accompagnement que du coup je suis un expert de l'utilisation de JAWS ou d'NVDA. Mais il est vraiment possible que je sois en phase d'apprentissage et qu'il y ait des choses que je sache pas encore faire. Hmm. Donc, je donnais l'exemple des cases à cocher sur Word. Peut-être que je ne sais pas le faire, peut-être que je ne sais pas naviguer dans un PDF, peut-être que je ne connais pas les raccourcis clavier de mon lecteur d'écran pour consulter le PDF, etc., etc. Donc, dans tous les cas, il faut se dire que une personne qui utilise un lecteur d'écran, elle va aller soit sur le Hmm. Word, soit sur le PDF, soit voilà. Ouais. Mais dans tous les cas, il faut essayer de proposer plusieurs solutions et ça marche vraiment pour tout le monde. Quand on fait des études avec des personnes âgées, Hmm. des personnes éloignées du numérique, évidemment qu'on voit l'impact très très rapidement, hyper Ouais. rapidement. Il y a des gens qui impriment, qui signent, qui scannent. Bon, voilà, chacun fait. Mais il Hmm. faut rester à l'écoute et puis surtout bien briefer dès le départ et dire vous prenez évidemment le format qui vous convient, le process qui vous convient. C'est à nous de gérer en fait la façon dont on reçoit les choses et compiler Hmm. les données. Ouais, et puis si vous livrez de la documentation, il faut être aussi un peu expert de ce qu'on livre, parce que un PDF, c'est pas la même chose si c'est un PDF qui vient d'un Word ou d'un Google Doc, d'un PDF qui vient de Canva, par exemple. Vous faites un PDF Ouais, de votre création Canva, et bah en fait c'est que des images. Et donc c'est c'est ça. illisible. Et du Et coup, un, voilà, ouais. c'est un lecteur de text-to-speech, il peut pas le Et lire. foutu, ouais. Mm, mm. C'est Donc dommage. après, on peut être full conforme et pas très ergonomique, Ouais. pas très intuitif. Donc Ouais, bon, ouais, on en parlait, c'est sur Gwenaël, le sujet. avec Peter et Salvador la dernière fois. La conformité c'est bien, mais bon, maintenant après, faut faire de l'accessibilité, quoi. Il y a les usages, ouais, Ouais. complètement. Continuons, on a une petite Continuons. J'ai question, deux mais petits rapide. chiffres. Donc, il y a un chiffre. Ouais, on a passé. Je vais aller très vite et puis je passerai les indispensables et je renverrai vers l'article si tu veux, Ouais. Pierre. Donc, aujourd'hui, il y a une espèce on va dire, de chiffre qui fait un peu consensus dans le monde entier, qui dit que 15% de la population mondiale vit avec une forme de handicap permanent, temporaire, contextuel ou changeant. Donc, soit un handicap, soit plusieurs handicaps, soit un problème de santé de longue durée. On sait également, alors c'est un chiffre qui date, hein, mais malheureusement, personne n'a fait cette analyse depuis. On sait que plus de 30% de la population française a des besoins d'accessibilité variés et variables du cadre bâti, donc on va dire du monde physique au monde numérique en passant par la communication, etc.
J'ai mis 3 indispensables pour la recherche inclusive, mais vous en trouverez plus sur l'article dont on a précisé le lien. Donc vraiment, clarté, franchise, assurez-vous que vos panels de participants sont diversifiés. Donc évidemment, osez poser des questions. Si vous n'osez pas poser des questions sur le handicap, posez des questions sur, peut-être les difficultés rencontrées dans le quotidien pour voir, entendre, parler, et cetera. Ça vous permettra de repérer les gens qui possiblement ont besoin soit d'un soutien supplémentaire, soit parce qu'ils répondent à un questionnaire online ou ils font un test online, non modéré, bah, vous allez pouvoir peut-être un petit peu plus contextualiser les barrières les blocages qu'ils ont rencontrés, et cetera, et peut-être les réinterroger pour en savoir plus. Les protocoles adaptés, alors adapté, c'est pas forcément le mot qui convient, mais vraiment vos protocoles dès le départ, dites-vous que, bah, que je vois, que j'entende, que je parle, que je me déplace, j'ai une bonne ou une mauvaise mémoire, que j'ai facilement de la fatigue, que je puisse tenir, debout, 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, que je puisse marcher 100, 200, 300 mètres, et cetera. Je dois pouvoir, participer ou avoir au moins un endroit où je peux exprimer mes difficultés pour que vous puissiez soit m'accompagner, soit peut-être m'exclure de l'étude parce que l'étude n'est pas adaptée à ma situation. Parce que les études, ça exclut, hein, voilà. Mais l'idée, c'est d'exclure de la bonne manière et pour les bonnes raisons. Et puis, il y a ce qui est très important aussi, alors je ne le dirai jamais assez, formez-vous, formez-vous, formez-vous. Voilà. L'important, c'est aussi d'avoir une posture vraiment professionnelle de la recherche. On ne fait pas moins bien parce qu'on fait des études inclusives. Avoir le même niveau d'exigence que d'habitude. Évidemment, avoir une écoute active. Alors, ça va être mon petit conseil. Je sais que c'est difficile à entendre, mais vraiment, essayez de ne pas être en face de quelqu'un en prenant les notes sur votre ordinateur. Regardez les gens dans les yeux. Voilà, ou pas, si vous sentez que ça les dérange, bien sûr. Alors, je Aurélie? me permets d'intervenir là-dessus, Gwen. Mmh, Alors c'est vrai que, moi, en tant que dysphasique, j'ai du mal avec le regard. mmh. Mais C'est-à-dire que on peut-être le que sait très voilà, vite. Si on te regarde, on se rend compte qu'il ne faut pas qu'on te regarde, dans les yeux, tu vois ce que je veux dire? ouais, Mais mmh, si on est caché derrière un ordinateur en train de faire un focus sur ses notes, mmh, on est moins attentif, on va moins adapter la posture, si tu veux. mmh. Mm. En tout cas, voilà, c'est important aussi de se dire qu'il y a des personnes qui effectivement vont peut-être être, avec le regard un peu fuyant, mais c'est pas parce qu'elles vous écoutent pas, c'est justement parce qu'elles ont ce regard fuyant qu'elles vous écoutent. Moi, Mmh. c'est en tant que dysphasique, c'est comme ça que je fonctionne, en tout cas. Donc, c'est pas parce que je regarde pas les gens dans les yeux que, Que tu que je les n'écoutes pas, c'est respecte l'inverse. pas, Mm. c'est l'inverse. Ouais, Et complètement, d'ailleurs, ça m'a complètement. valu, une discrimination au travail et donc, ça m'a valu aussi de perdre, justement de pas avoir mon bac+5, voilà, je me suis fait, on a rompu mon contrat de stage, justement à cause de cette problématique que De j'avais cette problématique. pourtant expliquée. Mm. Comme quoi, voilà. Mais ça fait partie des choses à savoir, d'où l'importance de se former et Mmh, puis d'apprendre, d'installer une veille aussi, de suivre des influenceurs et des conférenciers comme toi, et cetera. mmh, Et puis le fait de se former en continu, ça permet aussi d'éviter de généraliser la situation d'une personne qu'on a rencontrée à toutes les personnes qui ont peut-être le même handicap, de ne pas essentialiser les gens à leur handicap, et cetera. Alors on est évidemment, tous c'est que différents de 3 toute petits façon, hein. tous On est tous différents. Mm. différents. Je veux dire, Mmh, toi, Pierre, peut-être que ta dyslexie est peut-être moins importante que la mienne, je ne sais pas. Mais Mm. en tout cas, voilà, on n'a peut-être pas les mêmes difficultés dans la vie quotidienne, par rapport à notre dyslexie. Donc, voilà, chaque personne est différente et je pense que, Ouais. c'est ça qui est intéressant aussi, la diversité des profils. Mm. complètement. Ouais, carrément. J'ai essayé de lister 12 actions clés pour rendre les études vraiment inclusives. Vous pourrez les retrouver sur LinkedIn. N'hésitez pas à me poser des questions. Si voilà, c'est très synthétique, mais l'objectif c'est vraiment une ouverture de chakra, on va dire. Ouais, c'était vraiment ce qui était nécessaire pour partager au plus grand nombre et vraiment merci d'avoir créé cet article. Ça permet vraiment d'avoir une vue très précise et puis là on est en train de vivre ensemble, on va le réitérer hein, avec Gwenaël, avec d'autres personnes, d'autres types de handicaps. C'est important de toujours se sensibiliser comment dire, au quotidien Mm, d'autrui. En tant que designer, c'est important, on est vraiment des éponges d'usage, de type d'usage. Donc ça, continuer. Et donc c'est aussi pour ça qu'on a créé la formation
ensemble d'Inclusive Research. Et ça, vraiment, n'hésitez pas à nous faire des retours vis-à-vis de ça. On vous en parlera un petit peu concrètement comment ça se passe, parce qu'il y a beaucoup de choses. On a une première session là qui va avoir lieu en juin. Donc, ouais, en gros, il y a une quinzaine d'heures de formation, et c'est étalé sur plusieurs jours. On a du présentiel et du distanciel. On a voulu faire quelque chose vraiment immersif. Donc en fait, en présentiel, on va pas vous faire que de la théorie, loin de là. On va aussi vous amener à vivre des expériences assez fortes. Là, pour celle de Paris, on a la chance d'avoir un accès au village olympique, dans lequel vous pourrez vivre avec Gwenaël et 3 personnes en situation de handicap différents, une immersion dans ce lieu-là, et voir comment eux naviguent, se baladent, interagissent avec leur environnement. Surtout que le départ se fera normalement avec une petite session en métro, ce qui sera aussi une petite expérience peut-être encore plus forte que le village olympique, qui lui est très accessible. Et donc la formation, une fois qu'on a eu cette perception-là, on repart sur un webinaire à distance qui sera quelques jours après dans la formation, qui vous permettra de construire avec Gwenaël un test utilisateur et d'anticiper ce que sera ce test utilisateur que vous allez vraiment vivre derrière. Donc ce sera le deuxième temps en présentiel, où là vous aurez 3 personnes avec d'autres types de handicap qui seront avec vous dans un lieu où on fait des tests utilisateurs avec une vitre sans teint, avec ces 2 salles, possibilité d'observer, de vous mettre en action, parce que c'est vous qui allez réaliser ces tests. Et donc voilà, ça c'est vraiment la formule qu'on va créer et qui va être mise en œuvre là en juin. Et c'est une formation inter-entreprise, donc vous pouvez venir directement, individuellement la vivre, et donc derrière on pourra parler des possibles financements, mais si vous voulez le faire aussi dans votre entreprise, et c'est là on a des contacts actuellement avec quelques entreprises, c'est là où ça devient aussi très intéressant, c'est qu'on peut personnaliser ces moments-là et les faire sur vos interfaces. Et donc faire vivre ça avec vos collègues, typiquement, et inclure ça dans votre process, sachant que derrière, si c'est quelque chose qui se ritualise derrière avec Gwenaël et ton panel, où vous êtes plus de 1500, c'est ça? T'as plus de 1500 personnes en situation 1500 d'inclus. francophones, ouais, dont 1200 en France métropolitaine. Ok, et donc c'est là. Un petit peu de Suisse, un petit peu de Belge, un petit peu d'expatriés, un petit peu de Québécois. Très bien. Et c'est ce mécanisme, voilà, si vous arrivez à l'inclure à l'intérieur de vos process design, ça sera vraiment pour nous gagné, quoi. Et on attend que ça. Donc voilà, cette formation, n'hésitez pas à nous contacter si ça vous intéresse. Et maintenant, on va répondre à quelques-unes de vos questions. Si j'arrive à... On en a. Tu nous les passes, les questions? Ouais. On en a pas mal. Je vais commencer par une question un peu pratico-pratique. Alors, on a Locia, Laura, Florent, même Tamara qui nous a envoyé des questions. Je vais commencer par celle de Locia, qui nous demande, est-ce qu'il y a un framework ou un outil qui peuvent aider, selon le produit, à identifier le type de personne en situation de handicap qu'on doit inclure dans sa recherche utilisateur? Est-ce qu'il y a des priorisations à faire? Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel je pense que Gwenaël, t'es assez experte, mais voilà, elle travaille, donc elle est UX Researcher, donc voilà, elle a son produit, elle sait des tests utilisateurs. Je pense comme tous, on sait qu'on doit un peu lister les gens qu'on doit avoir. Mais voilà, comment on se pose ces bonnes questions? Est-ce qu'il y a un framework qui existe? Non, alors, il y a des tentatives, il y a des gens qui font de la recherche, on va dire la recherche sur le handicap, des gens qui vont faire de la recherche sur l'accessibilité, chacun avec son focus numérique, 4 bâtis, etc., etc. Il n'y a pas que, en fait, il n'y a pas que des éléments à prendre en compte qui vont être de l'ordre du produit, c'est-à-dire est-ce que c'est un entretien en face à face, où se passe l'entretien, voilà. Et après, non, j'ai pas de framework aussi parce que malheureusement, j'aimerais bien vous proposer ça, mais parce qu'on fait pas aujourd'hui, on fait pas de recherche continue, malheureusement. Donc, en tout cas, moi, je suis pas en capacité de le faire. L'important, c'est déjà de se dire que si on est formé à l'accessibilité numérique, évidemment, ou alors faut aller chercher un partenaire, il faut savoir à quel moment, qui peut tester quoi, à quel moment. Voilà. Donc, on va évidemment inviter toutes les personnes qui vont pouvoir tester l'interface, les mots, la logique, la structure de l'information, etc., etc., dès le départ.
Évidemment, si le produit est existant et qui n'est pas accessible avec un lecteur d'écran, on ne va pas inviter quelqu'un qui utilise un lecteur d'écran parce que ça, c'est déceptif pour tout le monde et puis tout le monde perd du temps, ça sert à rien. En tout cas, on n'invite pas des gens qui peuvent juste franchir la porte et pas faire autre chose que voilà, qui restent sur le palier ou qui peuvent carrément pas franchir la porte. Mais Mhm. non, malheureusement, j'ai pas de framework, mais j'aimerais bien. On travaille à quelque chose qui pourrait un peu ressembler à ça. Je sais que la société Okinéa sur la signalétique multisensorielle du village olympique a travaillé sur un générateur de profils atypiques. J'ai pas eu de démo, je ne sais pas. Mhm. Voilà, mais c'est intéressant et on aurait voilà, Mhm. travaillé aussi un peu comme ça. Moi, j'aurais envie de dire qu'il y a des profils indispensables dès la Mhm. conception. Donc toutes les personnes qui ont des troubles 10, des personnes malvoyantes, des gens qui ont peut-être des difficultés de concentration, d'attention. Dès le départ, c'est important. Ouais, On c'est. va avoir déjà des feedbacks qui sont très riches. Et Mhm. après, en fait, il y a vraiment deux objectifs, c'est-à-dire soit on veut que notre étude, quelle que soit la méthodologie, elle soit plus inclusive et on a besoin d'avoir des feedbacks de personnes en situation de handicap. Ok, donc ça va être, on va dire, de la recherche UX inclusive. Soit on est vraiment sur une démarche de comment on améliore l'accessibilité, soit réglementaire, soit au-delà de la réglementation, où là, on ne va pas forcément faire intervenir les gens exactement au même moment. Donc, Mhm. c'est pour ça que c'est très difficile pour moi de répondre. Malheureusement, j'aimerais bien Mhm. répondre à cette question. Mm. Ouais, et Euh, Vas-y, Je peux rajouter quelque chose Oui, du oui, coup. Aurélie, vas-y. Alors, il y a quelques années, j'avais assisté à une conférence sur l'UX et on m'avait dit qu'il y avait un super site. Alors, je vais peut-être bien, je te le mets dans la conversation, comme ça tu pourras le copier-coller peut-être. Ouais. C'est cardsforhumanity.frog.co. Oui, c'est C'est pas pas mal. mal parce que en fait, ça génère un petit peu du coup bah, Mm. les Oui, c'est panels, bien. Mais c'est voilà. plus pour la conception. C'est plus au Ouais, stade de la plus pour, conception ouais. que de la Mais recherche utilisateur. Enfin, on va dire de plus de pour le travail de design pur ouais. Mhm. que mm. pour la recherche utilisateur. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. Ok, C'est rigolo Il y en en a plus, c'est plusieurs très ludique. des jeux de ce type. Ouais. Ouais. trop bien. Bah, je le partage direct dans le chat, et puis sinon vous voyez ça en replay, on mettra ça dans la description de la vidéo YouTube. Et Et j'avais. sinon, on va travailler à faire un framework. Mais je pense que Hein. on va. Ça va être. En tout cas, s'il y a des gens qui sont chauds, qui nous écoutent pour nous aider à faire ça, c'est un peu le leitmotiv de Donut Panic de co-concevoir des outils accessibles à tous et open source. D'ailleurs, je vous invite à aller sur le site de Donut Panic pour voir les ressources qu'on a. Et en accessibilité, on va essayer de co-construire ça avec des gens de bonne volonté. Ça prend du temps. Si vous en avez et que vous voulez traiter ce sujet-là et puis échanger avec nous aussi, c'est une bonne occasion. Puis Euh, après, j'en profite juste pour préciser que quel que soit le framework, en fonction des connaissances des équipes projets et des chercheurs, c'est difficile d'automatiser quand même. hmm. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément poser exactement les mêmes questions, aller chercher exactement les mêmes. Voilà. Hmm. On peut être juste sur de l'évaluation UX, mais on peut aussi être sur l'amélioration de la relation avec l'utilisateur. Et là, on va aller aussi interroger, essayer d'en savoir plus sur les jeux d'acteurs, les pratiques sociales, Hmm. etc. Donc là, le framework, n'oubliez pas que on est avant tout votre audience avec un handicap. Le handicap n'est pas une identité. Hmm. Voilà. Donc quand on interroge ses clients, une cible qu'on recherche à acquérir en tant que client, etc., n'oubliez pas vos critères sociaux, démos, etc. Ouais. Voilà. Sauf si vous faites de la recherche sur le handicap et pour améliorer vos pratiques d'accessibilité, vous êtes vraiment là sur un focus. Mais sinon, voilà. On va aller un petit peu plus loin dans ce sujet-là. Il y a Tamara qui nous pose une question, et ça fait un peu écho à ce que tu disais, Aurélie, quand tu faisais des tests, quand tu étais dans la posture de faire des tests utilisateurs non modérés et à distance. Donc Tamara elle nous demande, mais comment vous anticipez la situation d'usage réel versus la déclarative qu'une personne peut avoir quand elle répond à votre enquête?
tout à l'heure, tu racontais que tu rajoutais un peu des commentaires quand tu avais la possibilité de le faire, Aurélie, en disant, bah voilà, vous savez peut-être pas, mais en fait, je suis 7-10 et je suis Ouais. TDAH, voilà, gardez ça en tête. Donc cette question un peu pour toutes les deux, Mm. est-ce que tu vas un peu plus loin? Est-ce que c'est quelque chose bah, que tu caractérises aussi quand tu vas faire des tests utilisateurs? Et puis après, Gwenaël aussi, j'aimerais bien avoir ton point de vue. Alors moi, en ce qui me concerne, quand je le précise à chaque fois, parce que il y a des fois où en fait, un exemple typique, quand je vois du Times New Roman, je suis enfin, Times New Roman ou autre police un peu complexe, je suis intransigeante. Et d'ailleurs, je vais vous montrer un truc qui est juste génial sur mon livre, au format papier, c'est que on est sur du Arial 12, aligné à gauche. Quand je vois du justifié, ça me renchèvre. Quand je vois des phrases qui commencent sur une page et qui se terminent sur une autre, sur un livre, ça m'énerve au plus haut point. Et ça Ah me ouais. bloque limite dans la lecture, en fait. Et les Et... grandes phrases en majuscules, on en parle. Ah oui, les grandes phrases en majuscules aussi. Impossible à Voilà, lire. bon, Hein. il y a des choses qu'il faut savoir. Alors, effectivement, c'est pareil. Oui, mais tu comprends, Aurélie, le fait que ce soit injustifié, c'est plus joli, machin. Bah oui, mais c'est pas du tout accessible, en fait. Voilà. Ouais. Voilà les réponses qu'on m'a déjà fait Hmm. des fois. Ouais, mais ouais, c'est pas Ouais. joli. Et Oui, c'est important complètement. d'avoir en tête qu'en tant que designer, quel que soit ce qu'on conçoit, là on parle beaucoup de handicap numérique, mais on parle aussi de handicap dans la vie dans la vie de tous les jours et de points d'attention à avoir. Un designer joue avec des contraintes. Mm. Et ça, c'est juste voilà, un prérequis de base. Ces contraintes-là, on va pas se Et dédouaner. quand je vois qu'il y a beaucoup d'agences qui disent oui, alors pour un bon site web, il faut que vous utilisiez des polices sans sérif pour les titres et des polices avec sérif pour le corps du texte, bah moi je suis pas d'accord. Oui, il y a tout et n'importe quoi dans les recours. C'est C'est terrible. il y a pas de je veux dire, ils ont pas été voir les dyslexiques pour ça. Alors je sais qu'il y a des dyslexiques, ça ne les dérange pas d'avoir du thème sur roman parce que en fait, il y a plusieurs types de dyslexie. Moi, j'ai les deux, donc je leur tire large, comme on dit. Mm. Et en fait, la dyslexie, il faut savoir qu'il y a des gens qui sont dyslexiques avec des problèmes de reconnaissance des lettres. Et c'est eux que moi, je vise le plus. C'est eux qui vont nous apporter tout ce qu'il faut. Alors ouais, effectivement, ça fait peut-être bizarre de voir au début un livre en Arial 12 aligné à gauche, mais très honnêtement, moi, je vais vous le dire, hein, le nombre de dyslexiques qui ont lu mon livre papier, je précise bien papier, toi, je crois que tu l'avais fait au format e-book, Pierre, mais au format papier, les gens m'ont dit, mais ça se lit super bien, ça se lit super vite. D'habitude, je ne livre pas aussi vite les livres. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même un gros enjeu là-dessus. Et le fait aussi de mettre, de faire que chaque phrase commence et termine sur la même page, ça déjà, mais c'est génial pour la compréhension. Ça évite d'être dans l'incompréhension. Les césures aussi, je déteste ça. Hmm. Les césures, bam, t'as un trait là, boum, ah mince, je suis perdue. Ah ouais. Les marque-pages, c'est super. Bref, tout est Ouais, c'est important. intéressant. Il y a un panel de choses à savoir. Hmm. Et d'ailleurs, ça me donne envie, pourquoi pas un jour de créer carrément un petit guide. Je ne sais pas d'ailleurs dans les témoignages si ça vous intéresse. Voilà, d'avoir un petit guide des bonnes pratiques. En tout cas, moi, puisque mon cheval de bataille, c'est les troubles 10, pourquoi pas faire accessibilité 10, voilà. Carrément, à Je sais pas, l'attention c'est une des idée. éditeurs. J'envoie un pavé dans la mare et puis on verra bien ce que ça donne. Mais c'est Ouais. intéressant ce que tu dis parce que pour le coup, tu sais, pour répondre à la question de Tamara, coucou Tamara d'ailleurs, je pense que je sais qui c'est. Donc le déclaratif versus le diagnostic, nous on ne demande jamais, enfin on n'entre pas par les familles du handicap. D'accord. On passe plutôt par les modes de relation et de communication, donc voir, entendre, parler, se concentrer, bouger, le haut du corps, le bas du corps, etc. Et après, sur tout le spectre, on va dire, des troubles du neurodéveloppement, évidemment qu'il y a des gens qui s'autodiagnostiquent, c'est évident. Par contre,
s'ils considèrent avoir des difficultés, bah, ça m'intéresse de les inviter aux études et à moi après de discuter avec eux, de les observer, de savoir qu'est-ce qui pose problème. Est-ce que c'est de lire? Est-ce que c'est d'être dans un environnement sonore? Est-ce que c'est d'être dans un environnement trop lumineux avec des odeurs et cetera et cetera? Parce que Mmh. dans tous les cas, c'est en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de réussir à mettre les gens dans une alors je fais que du modéré, donc c'est évidemment plus facile de répondre à cette question un peu plus que si je faisais du test online, non modéré. Hem, mais ce qui va m'intéresser vraiment, c'est la diversité des parcours, des ressentis, de la façon dont on va interagir avec, le service. Donc plus j'ai de profils différents, en fait, je vais plus m'attacher à me dire, bah, sur la phase de recrutement, parce qu'il y a des gens qui veulent participer, on ne va pas forcément sélectionner tout le monde. Je vais essayer d'avoir une variété de profils en fonction des feedbacks qu'ils m'ont fait, soit sur le questionnaire de recrutement, soit parce qu'on a fait un petit entretien téléphonique avant. En tout cas, il y a quelque chose que je ne fais jamais et qu'on m'a demandé, je dis non, c'était de demander aux gens une preuve de leur reconnaissance administrative du handicap. Donc j'ai refusé, donc je n'ai pas eu l'étude, hein. Mais oui, il y a des faux profils quand on passe par des recruteurs, on va dire généralistes. Évidemment, il y a plein de faux profils. Enfin, Mmh. je t'ai raconté des anecdotes. Je sais plus si tu étais là, Aurélie. Voilà, évidemment, ben, ça peut valoir le coup de faire un petit échange téléphonique, de reposer des questions, de bien vérifier que la personne, voilà, on investigue. Et par l'échange humain, en fait, on arrive assez facilement à savoir si les gens mentent ou pas. Mmh. Voilà, si c'est une personne aveugle et que finalement elle part en vacances en voiture, non accompagnée, c'est peut-être qu'il y a peut-être soit c'est de la malvoyance, cette personne conduit quand même, bon, à ses Ouais. risques et périls, à nos risques et périls, mais soit c'est vraiment quelqu'un qui vient chercher un ticket cadeau, un bon cadeau, voilà, ce qui peut arriver, mais Mmh. voilà. Nous, on a très, très peu de chutes, aussi parce qu'il y a une interaction humaine avant, dans la préparation et dans la validation du profil. Donc on dit Mmh. toujours aux gens que peut-être ils ne participeront pas, qu'on cherche une variété de profils, voilà. Et OK. quand on a un doute, ben, on n'invite pas les gens, voilà. Mmh. Ouais, c'est très intéressant parce que tu réponds en plus à une question que nous posait Marie pour savoir comment formuler les questions avec délicatesse et c'est très important d'avoir cette notion-là. Alors tu l'avais vraiment expliqué de manière beaucoup plus profonde lors de la conférence qu'on avait fait avec Flupa Super. et c'est un peu des choses qu'on retrouve dans le cœur vraiment de la formation et c'est important d'avoir ce côté-là parce que vous allez devoir recruter des personnes, vous allez devoir les avoir, introduire aussi le test et donc il faut avoir déjà eu connaissance de ce qui peut se passer et puis voilà être accompagné par une personne qui a comme toi l'habitude de le faire c'est vraiment essentiel et Puis quand on a un doute, des petits entretiens exploratoires ou même des petits entretiens téléphoniques exploratoires pour valider que la façon dont on adresse les sujets ou cette situation de handicap est la bonne, etc. Puis varier, ouais. parce que chacun utilise ses propres mots pour se définir. Donc, Carrément, carrément. Il y a, il y a plusieurs questions qui arrivent de la part de Florent, Lucille aussi, et qui se demandent où et comment recruter des personnes en situation de handicap. Est-ce qu'il y a des structures? Est-ce qu'il y a des sites internet? Alors, je, on va pas étendre trop le sujet Mhm. là-dessus parce que enfin, mais t'es dedans, Gwenaël, donc c'est ça qui Mm. m'intéresse beaucoup parce que toi, t'as un panel et c'est vraiment le cœur de ton activité. Mais est-ce qu'il y a, sans taper sur non plus les concurrents, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques en tant que designer à se donner? Parce que euh, parallèlement à ça, une fois qu'on veut recruter des personnes en situation de handicap, il y a une question qui est arrivée aussi de la part de Florent, c'est de se demander est-ce qu'on doit faire des tests avec des personnes en situation de handicap et fixer là-dessus, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on prend en compte dans notre recrutement et si on veut avoir une quinzaine de personnes, on essaye d'avoir une pluralité des profils. Donc on se les pose ces questions forcément parce qu'il faut qu'on puisse arriver à rentrer ça dans un budget. Bien sûr. Comment ça se passe Mm. concrètement? Est-ce qu'on va chercher C'est, et c'est, comment? c'est- Bah ouais. C'est à la fois difficile et facile de répondre à cette question. Euh, Alors, Alors la partie facile. il y a 2 questions. Il y a comment on trouve les gens. Donc déjà, il y a je crois que c'est 59 des Européens qui ont un membre de leur famille ou un proche ou un ami en situation de handicap. Donc déjà, si vous investiguez le sujet, ça vaut le coup d'en parler autour de vous. Par rebond, par bouche à... Nous, on a commencé par bouche à oreille, hein. Hmm. Voilà, on a créé un panel un peu sans faire exprès parce qu'on faisait de la co-conception sur une solution B2C. Bon, bref, j'en passe, c'est des meilleurs, mais voilà, nous, on faisait un focus sur on va dire, l'accessibilité
linguistique et de communication avec des personnes sourdes et malentendantes. Et puis comme on faisait tout en co-conception, au fur et à mesure, on a voilà. Et puis c'est pas le bouche à oreille, il va très très vite. Après, l'intérêt, c'est quand même aussi de si vraiment vous êtes au début du sujet, appelez les associations, les commissions d'accessibilité locales, et cetera. Essayez de ne pas épuiser les gens aussi qui sont souvent transformés un peu en serial testeurs et qui des fois, n'osent pas dire non ou je le dis souvent très vite, alors ne le reprenez pas en exergue, partout sur les réseaux sociaux, mais il y a aussi des gens qui viennent, un peu contraints et forcés, qui pas forcément mentent sur leur profil, mais sur leur motivation et on le sent pendant les entretiens, donc ça va être moins intéressant pour nous. Tout simplement parce c'est passé par une association qui leur propose des activités et ils ont peur de ne plus être invités, voilà, à la galette du mercredi ou à la sortie culturelle et cetera. Et ça, faut vraiment être attentif à ça parce que je trouve ça dommage. En fait, on est dans un objectif d'inclusion et au final, je suis pas sûre qu'on ait un impact réellement positif à chaque étape. Et après, oui, le bouche à oreille, les réseaux sociaux, évidemment, quand on peut recruter sur les réseaux sociaux, ça marche très bien. Donc, aller sur des forums qui vont être dédiés à la déficience visuelle, à la surdité, etc. Communiquer de façon vraiment très claire en disant qui vous êtes. Si vous ne pouvez pas dire le nom du client, mais vous dites on ne peut pas vous dire le nom du client, mais on vous le dira à la fin. Voilà. Mais vraiment, je pense que la clarté, la franchise fait que vous aurez des participants qui vont, voilà. Moi, des fois, j'ai des gens qui m'appellent, voilà, que j'ai pas forcément ciblés et qui ont entendu parler de l'étude d'une autre manière. Et pourtant, on est très mauvais en com, et on a très peu de presse. Enfin, d'ailleurs, on n'essaye pas. Il faudrait qu'on essaye, mais voilà. Et après, vraiment, donc il y a vraiment le recrutement. Forcer les recruteurs classiques, toutes les plateformes de test online à poser les questions. Est-ce que vous avez des utilisateurs en situation de handicap ou pas? Vous pouvez juste leur demander, est-ce que vous avez des utilisateurs qui utilisent des technologies d'assistance? Oui ou non, quelles sont ces technologies d'assistance? Voilà, donc si c'est que des recruteurs, si c'est des gens qui ont des plateformes online, je sais qu'il y a plein de chantiers en cours, il y a des acteurs anglo-saxons qui vont arriver, donc on va pouvoir faire plein de choses. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et après, la deuxième question, c'était, donc la première, c'était comment recruter. C'est ça, et ensuite, alors là, c'est plus un rôle du UX researcher ou designer qui va se poser la question de, voilà, j'ai conçu mon interface, on a pris du temps à la réaliser, j'ai respecté le RG2A au maximum, j'ai quelque chose qui est testable. Maintenant, je rentre dans cette phase de validation. Comment je segmente mon panel pour faire que je vais avoir des utilisateurs aussi variés que je peux? Ouais, tout dépend de ce que vous faites déjà habituellement, des ressources dont vous disposez, des lieux dont vous disposez. Moi, j'ai envie de dire, faites-le le plus souvent possible. En fait, essayez d'avoir dans chaque échantillon au moins une ou deux personnes en situation de handicap. Si vous faites vraiment un focus sur l'accessibilité numérique, encore une fois, voilà, essayez de tester le plus tôt possible hors techno. Et puis valider, bien sûr, quand vous avez avancé, que vous pouvez tester avec des technologies d'assistance en ayant évidemment audité au préalable pour être sûr que les gens peuvent bien effectuer les tâches que vous souhaitez leur confier dans vos scénarios. Et après, si vous êtes au début du chantier, si vous avez des ressources et l'appui de votre direction ou de vos clients, évidemment, mener des tests dédiés sur des sujets d'accessibilité, d'handicap, c'est hyper intéressant, mais je sais que ça a un coût. Mais voilà, pour faciliter l'apprentissage ou les audits d'accessibilité numérique complétés avec des tests utilisateurs, moi je trouve ça très important. Je trouve ça très difficile alors je suis pas technicienne de l'accessibilité numérique, loin de là, mais je trouve que le sujet, il est très difficile à intégrer tant qu'on n'a pas, à minima, observé une ou deux personnes en train d'interagir avec un service numérique. C'est sûr, à partir du moment où dès qu'on peut le faire, on le fait. Mais voir quelqu'un qui utilise un lecteur d'écran et donc c'est son quotidien, juste la première fois où j'ai vécu ça, j'étais halluciné de la vitesse de diction du lecteur d'écran. J'étais halluciné de la manière dont la personne utilisait son téléphone et donc rajouter une surcouche à un site, à une interface pour avancer et naviguer. Donc c'est bien d'avoir des mécaniques
pour vraiment correspondre à une exigence comme le RG2A, mettre des attributs alt, avoir un texte derrière une image, c'est important, c'est sûr, mais concrètement savoir comment ça se passe, Concrètement, ouais. c'est Moi, assez... je rêverais que ce soit des ressources fournies par l'État, qu'on ait des vidéos, des cas d'usage, etc. Pour Ouais. l'instant, c'est beaucoup en anglais. Sur le site du W3C, il y a eu un moment où Microsoft, je sais plus, l'Inclusive Design Toolkit, avait des vidéos aussi avec des. Mais regardez vraiment un maximum de vidéos pour vous familiariser en fait avec la diversité des usages surtout. Ouais. La diversité aussi, voilà, c'est pas parce qu'on. C'est pas parce que on a une vision très santé, emploi et on va dire vie limitée et empêchée que, ça c'est vraiment l'état d'esprit un peu français malheureusement, même si ça change fort en ce moment et ça c'est très bien. Mais voilà, on est tous concernés, ça peut être à un moment ou à un autre de notre vie. Voilà, encore une fois, il faut essayer de s'ouvrir les chakras et se dire que les situations de vie, elles sont très, 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 très Ouais. variées. Voilà. Bah, au tout début de notre échange, il y avait Léa qui nous demandait est-ce que on allait aborder aujourd'hui des tests utilisateurs avec des personnes qui ont un très fort handicap et physique particulièrement. Et donc elle parlait de personnes par exemple tétraplégiques qui naviguent avec des tablettes ou avec des contrôleurs oculaires Oui. et donc ça c'est une réalité et c'est quelque chose qu'il faut avoir perçu, même testé hein, par nous-mêmes, mais encore une fois il faut... donc ça c'est quelque chose toi, sur lequel donc t'as eu... C'est un objectif qu'on a pour l'année qui vient avec tous les sujets de communication alternative augmentée, etc. et qu'on n'a pas vraiment investigué. Mais on se fera accompagner par des acteurs, soit du médico-social, enfin voilà, on cherche selon les sujets en fait. Quand on est limité, nous, dans notre compréhension des situations d'usage, on va interroger des gens qui sont en interaction quotidienne avec ces sujets et qui sont capables de nous aider à nous améliorer. Mais vraiment, oui, je suis d'accord avec toi que c'est important. Et voilà, on est aussi nous contraints par les budgets. Voilà, on essaye de se déplacer le plus possible pour aller à la rencontre des gens. Il y a des fois où on va pas forcément le faire, déjà parce qu'on n'a pas le budget, mais aussi parce que on va pas forcément avoir un sujet sur lequel. Des fois, quand on est vraiment sur un sujet très marchand, on va dire, on va rester dans notre réseau. Quand on n'est plus sur un sujet médico-social, on va sortir de notre réseau, aller voir nos partenaires associatifs, alors des fois gestionnaires, mais pas toujours, pour avoir vraiment des feedbacks. Il y a des endroits où on va pas forcément nous, voilà, parce qu'on n'a pas forcément la connaissance suffisante, même si on n'a pas forcément toujours besoin d'avoir une expertise du sujet pour, faire de la recherche. Mais, il y a quand on n'est pas à l'aise, on n'y va pas. Mais vraiment la communication alternative augmentée, moi j'ai très envie d'investiguer ce sujet. Déjà parce que je sais qu'il y a plein de façons d'interagir, voilà. Donc on peut pointer des pictos avec, un pointeur, de l'eye tracking et cetera. On peut cligner les yeux, tout ça. Ouais. Pour l'instant, nous, on connaît pas toutes les situations, c'est sûr. Ouais. Et Mais c'est passionnant, mais ouais. Et oui, la visite qu'on avait fait au lab de Google était extrêmement intéressante pour déjà avoir connaissance de Ouais. différents supports qui remplacent la souris et puis un peu savoir comment ça se passe. Ça, c'était vraiment top. C'est bien. Mais Ouais. c'est vrai que des fois, des situations, on va dire, pour aller vite, hein, très accompagnées, on va pas forcément proposer à ces personnes de venir en labo parce qu'on sait que ça va être beaucoup de logistique, machin, et on n'a pas envie non plus on ne connaît pas forcément la situation de santé de la personne, on n'a pas envie de Ouais. générer des situations de risque. Voilà. Ouais. Donc ça nous arrive souvent de nous limiter pour ces raisons-là. Ou d'aller à domicile parce qu'on est un peu fébrile sur arriver dans un... Voilà, même si on fait très attention, qu'on met des masques, tout ça. Bon, voilà, il faut faire attention à ce qu'on fait. Ouais, C'est une démarche éthique. Il y a un code d'éthique des sociologues et des ethnos. C'est exactement ça, c'est-à-dire être ça. attentif à la situation de la personne, à être attentif à ce qu'elle ne nous dit pas. Et c'est à nous de nous adapter. C'est pas à la personne c'est pas aux participants, à la participante de s'adapter. Ouais, c'est quelque chose que je mets souvent sur le devant de la scène dans de mes cours du X-Research parce que psychologue avec Quentin et c'est un peu
notre ADN et on a un code de déontologie en tant que psychologue. Complètement. Et derrière, nous, moi, la notion que je retiens toujours et que j'essaie d'appliquer au maximum, c'est de toujours remettre la personne dans la même situation émotionnelle qu'elle avait en rentrant en interaction avec moi, alors en rentrant dans la salle, en rentrant en visio. Et c'est important déjà de repérer dans quelle situation elle est, essayer de comprendre pourquoi elle est énervée parce que le bus il a eu du retard, enfin des choses comme ça, et de les ramener à un niveau acceptable à la fin. Et c'est important une fois qu'on sait ça, parce qu'on sait que mettre en situation dans un contexte d'usage, il va falloir mettre le contexte en œuvre, quoi. Si on teste une application pour se déplacer dans la ville, dans sa voiture, on a intérêt à mettre les gens un peu dans cette contrainte, cette difficulté qui est, il y a du bruit, il fait chaud, il faut se dépêcher, et derrière, on fait tout pour redescendre. Ça, c'est important. C'est ça. Et il y a plein de choses qu'on nous dit pas. Et voilà. Donc, si on n'est pas là pour observer et relancer si nécessaire et investiguer un peu plus loin, carrément. on va être limité. Je tenais à remercier Isabelle qui a mis des beaux commentaires sur ton livre, Aurélie, et vraiment je réitère la chose. Isabelle Alix, peut-être. Exactement. Ouais, je la connais. Merci Isabelle, c'est gentil. Donc n'hésitez pas vraiment, si vous êtes dyslexique, ça vous fera vraiment du bien de lire cette autobiographie. Moi, je l'ai bientôt fini et c'est vrai que ça m'a ouvert pas mal de choses. Encore merci pour ton retour, Pierre, au niveau du livre audio aussi, parce que c'est vrai que, d'ailleurs, si vous lisez le livre audio, ça m'intéresse d'avoir votre avis. Carrément. Et merci à tout le monde d'avoir posé toutes ces questions, c'était extrêmement intéressant et de comprendre un peu vos besoins. On a fait le tour d'horizon de ce que est mener un test utilisateur avec des personnes en situation de handicap, faire de l'inclusive research. Vous avez vu, c'est un vaste sujet. Si vous avez une chose à retenir, c'est que déjà faire de votre mieux, c'est la première étape. Et ensuite, on s'améliorera, il n'y a pas de souci. Déjà, faisons des petites actions et intéressez-vous à ce sujet-là. C'est quelque chose qui va teinter votre métier de UX designer, de chercheur, de product owner, de product designer. C'est très important. Et encore une fois, merci beaucoup Aurélie, Gwenaëlle. J'ai été ravi de préparer tout ça en amont parce que ça fait quelques semaines qu'on se parle et c'était très plaisant. Et puis aujourd'hui, c'était trop bien. Concrétisé. On se retrouvera très bientôt, sûrement avec Gwenaëlle, pour faire d'autres échanges. Aurélie, sache qu'on va être en relation avec Cécile Ledoux, qui n'est pas de la famille de Quentin Ledoux, mais avec qui on a travaillé sur un beau projet qui s'appelle le Paginarium, et elle s'intéresse beaucoup aux notions d'accessibilité dans l'édition. Et donc le pavé dans la mare que tu as lancé, elle l'a rattrapé, et moi je suis chaud aussi pour réfléchir à ça. Donc il y aura une réflexion sur comment évangéliser un petit peu sur la dyslexie pour le monde de l'édition, et vraiment... c'est un chouette projet, ça. C'est une bonne idée. Ça me plaît bien. Ça serait très important. J'adorerais aller dans une bibliothèque et puis avoir des livres spécialement pour les disques que je pourrais lire enfin. Et bon. Pour l'instant, c'est la liseuse. Je suis d'accord avec toi. Merci à tous. On a débordé par rapport à nos questions. On est resté dans le temps pour notre échange de base, mais voilà, il y avait plein de choses à se dire. On se retrouve très bientôt. Si vous avez d'autres sujets que vous voulez traiter, n'hésitez pas. On se retrouve sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous suivre, à échanger avec nous. Poser des questions à De Notes Panique au sens large. Et si vous avez envie de venir dans les formations, ça sera avec très 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 grand plaisir. Et puis on pourra co-construire des choses ensemble. On va pouvoir aller manger. Je vous souhaite une bonne après-midi, un bon repas. Merci à